Chers compatriotes, congolais et africains, je prends la parole ce matin, d'abord comme cadre de l'UDPS, ensuite comme panafricain, celui qui est très engagé pour rechercher des solutions fondamentalement africaines à nos problèmes. Comme vous pouvez bien le remarquer, c'est depuis un certain temps. Vous allez dire, depuis que le président de la République a annoncé, à partir de l'Europe, compte tenu du retard du gouvernement, la sortie du gouvernement bien entendu, qu'on devra jeter un regard pour voir comment on peut réguler notre constitution de manière qu'elle puisse nous permettre d'être plus efficaces, plus efficients en termes de décisions qu'il faut prendre. Il se rappelle bien entendu du retard pris par la sortie du gouvernement souminois. Et aujourd'hui, il y a des déclarations ininterrompues, des prises de position parfois divergentes, émotionnelles, qui pilulent dans le paysage politique national. Et cela nécessite véritablement que ceux qui y ont un peu le bon sens de s'arrêter un peu et de réfléchir calmement pour dégonfler les tensions. Mais je voudrais rappeler que le débat sur la révision ou pas de la Constitution a été un débat fondamentalement panafricain. Je me rappelle bien que lors, n'est-ce pas, d'un colloque qui a eu lieu à Douala au Cameroun sur la révision constitutionnelle en Afrique, je pense que j'ai eu accès à participer à ce débat. Et en 2015, si vous vous rappelez, il y avait 17 pays qui étaient en instance d'organiser les élections pour choisir les chefs d'État, etc. Et sur les 17 pays qui étaient en instance d'organiser les élections, 15 pays exprimaient le désir de pouvoir modifier ou changer la Constitution. Certainement que beaucoup estimaient que le délai était relativement court et qu'il y avait quand même possibilité qu'on puisse véritablement chercher une constitution qui soit adaptée par rapport à la réalité. Cette enquête, ce colloque qui a connu la présentation d'une étude qui a été faite dans les 45 pays africains, et sur les 45 pays africains, 43 pays exprimaient le même désir. Et donc, la situation se pose véritablement avec acuité et qu'il est nécessaire d'y mettre moins d'émotions pour qu'on trouve solution. Vous vous rappelez également, toujours dans la série de 2015, on a connu la même situation avec Raïs Kabila qui souhaitait également changer la Constitution. C'est comme ça qu'on a eu même un glissement vers l'organisation des élections vers 2018. Aujourd'hui, le président Félix souhaiterait qu'on y mette de l'ordre, qu'on régule la Constitution, qu'elle soit adaptée, et donc le même débat revient. C'est que le problème est d'actualité. Et lorsque le problème est d'actualité, c'est que les solutions ne sont pas encore trouvées. Il faut donc réfléchir avec moins d'émotions toxiques pour qu'on puisse véritablement avancer. La question de la Constitution chez nous, j'attends, j'écoute plusieurs chercheurs, hommes politiques, tendances différentes, donner leur point de vue par rapport à un certain nombre d'articles, surtout chez nous. Un article, en tout cas là j'ai suivi un prof, qui croyait que l'article 2 qui consacre le découpage
territoriale et qui fait passer le nombre de provinces à 25, plus la ville de Kinshasa, donc il y a les statuts bien entendu de province, à 26, alors on peut le dire. Donc c'est une tendance au saucissonnement, une tendance à la préparation, n'est-ce pas, de la balkanisation de notre pays. Ça, c'est la vision de ceux qui défendent et qui pensent que cet article doit être revisité. Il y a l'article 217 qui consacre également l'abandon l'abandon partiel de notre souveraineté pour ce qui concerne l'unité, tous les traités ou encore qui vont dans le sens de renforcer l'unité africaine. Il y en a ceux qui disent que bon, nous sommes africains, il faut savoir voir ces dispositions qui souhaiteraient que le président de la République puisse avoir le contre-seing du Premier ministre, lui qui a été élu au suffrage universel, et le Premier ministre a été nommé, certes, d'émanation de ce que représente le plan politique à l'Assemblée, mais la population souhaite que le président donne des réponses. Le Premier ministre est imperceptible et qu'il y a moyen d'organiser les choses de telle sorte que le président assume pleinement son leadership, c'est-à-dire une sorte de répartition des rôles qui permette au président de rester président et le Premier ministre aussi d'assumer pleinement ses responsabilités. Il y a une autre disposition qui fait l'objet de discussion, c'est l'impunité des différentes autorités qui ont assumé des fonctions stratégiques, qui, à l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent pas être poursuivis. Ceci consacre l'impunité. Il faut donc revisiter véritablement cette disposition. Il y en a ceux qui disent que non, écoutez, la disposition qui a connu la modification en 2011, qui reprenait le nombre de scrutins de 2 tours à 1 tour, réduisait pratiquement la légitimité et qu'il y a moyen de revoir cela pour qu'on puisse justement mettre dans la Constitution. Il y a également la question de la nationalité. Beaucoup de nos compatriotes sont à l'extérieur, ils s'y portent. Ils sont très solidaires par rapport à la situation de notre pays. Il y en a ceux qui se battent à longueur de journée pour que l'opinion congolaise passe au niveau international. Il y en a ceux qui soutiennent matériellement, économiquement leur famille ici. Et qui sont devenus, qui ont acquis des nationalités étrangères. Ils sont naturalisés, mais ils sont d'origine congolaise. Et il y avait moyen de prévoir naturellement quelque chose dans ce sens. Donc, il y a également les querelles répétitives, récurrentes au niveau des provinces entre le gouverneur, les institutions provinciales, bien entendu, le gouverneur et l'Assemblée provinciale. En tout cas, sur 26 provinces, une étude qui a été faite montre très clairement que ces querelles n'ont pas épargné 95% de nos provinces. Il y en a ceux qui disent que les ETD, elles sont aujourd'hui 1435 ETD, entités territoriales décentralisées. Et que sur les 1435, villes, communes, secteurs, chefferies, c'est depuis 2006 que la Constitution a été promulguée. Aujourd'hui, on est en 2024, 18 ans après, les élections locales n'ont pas encore eu lieu. Et pourtant, la disposition de l'article 220 ne voudrait pas qu'on puisse justement changer le pouvoir des provinces et des ETD. Et pourtant, 18 ans après, donc, ces élections n'ont pas eu lieu, si ce n'est que dernièrement, avec les chefs-lieux des anciennes villes de la République. Et alors maintenant, c'est une violation de la Constitution.
car on n'organise pas ces élections. Et pourtant, c'est une disposition verrouillée. Et on organise, on ne la respecte pas. Et donc, sur les 1435 entités, on a tout au moins 1000 animateurs exécutifs, 3000 ministres jusqu'au niveau de l'échelle dans la chefferie, façon de projection, et 11 000 députés à l'échelle nationale jusqu'à l'échelle locale. Quel gâchis! Beaucoup auraient souhaité naturellement qu'au regard de ce qu'on est en train de geler, ces entités qui auraient pu donner l'efficacité, la répercussion, l'impulsion, ça ne se fait pas. Alors pourquoi maintenir dès lors qu'il y a un problème d'argent? Beaucoup pensent également que la durée elle-même, du mandat, elle est très réduite. Nous avons généralement l'habitude de copier les pays occidentaux dans une approche gréco-romaine ou romano-germanique. Il y a une vingtaine d'années, la France avait un mandat de 7 ans renouvelable, une fois. Des gens comme Mitterrand, il a fait 14 ans. Jacques Chirac a fait 12 ans parce que c'est en 1995 qu'on a changé la constitution pour ramener à 5 ans. Et la France aujourd'hui a 67 millions d'habitants, avec un budget de 400 milliards de dollars, un produit intérieur brut de 3 000 milliards de dollars. Il a 5 ans. Alors vous voulez que le Congo, la France a résolu plus de 80% de ces problèmes. Il y a des logements sociaux, il y a des routes, il y a des centres de santé, il y a les écoles construites en bonne et due forme, il y a des chômeurs payés. Les problèmes sont presque résolus. Le Congo, tous les problèmes sont à l'état d'animalité zéro. Avec 120 millions d'habitants. En 2050, des projections montrent qu'on aura plus de 300 millions d'habitants. En 2100, on sera plus de 420 millions d'habitants. Alors maintenant, vous donnez une responsabilité à une personne. Et il a 5 ans. Première année, le temps d'organiser les choses, qui ne représente même pas un temps record pour faire des états généraux. Et la dernière année, ce sont les élections. Donc on a juste 3 ans pour faire le travail. Et alors, on fait comment? 3 ans. Quel est le degré d'efficacité? La vitesse de traitement des dossiers pour résoudre les problèmes que nous avons. Nous ne sommes pas ni un pays industrialisé, nous n'avons pas de technologie, nous n'avons pas d'usine. Nous avons un budget de 16 milliards, aujourd'hui on est en 18 milliards. J'aurais aimé qu'on fasse la réduction des comptes pour savoir quel est le montant réel que nous avons. Vous voyez, donc ce sont des problèmes réels. Entre-temps, l'article 220 est interdit d'être touché. C'est de tout ça, Congolais. C'est de tout ça que nous devons réfléchir. C'est de tout ça. Donc, nous avons intérêt, aujourd'hui, d'analyser la partie qui consiste. Parce que beaucoup de gens disent, mais adapter, la Constitution n'est pas adaptée. Oui, la Constitution n'est pas adaptée. La Constitution n'est pas adaptée. J'ai suivi les débats entre le professeur Mbata, le professeur Njoli et le professeur Baka de l'Université de Lille. C'était il y a 3 ans. Lorsque Top Congo avait organisé une rencontre pour faire l'évaluation des 15 ans de notre Constitution. Il y a un élément qui est revenu,
et dont on n'a pas pris véritablement beaucoup en considération. Et c'est le professeur Mbata qui citait le professeur Christopher d'Afrique du Sud. Et il disait ceci: nos constitutions ont tout sauf d'Afrique. C'est-à-dire l'élite intellectuelle qui a la responsabilité de réfléchir sur nos constitutions ne fait pas un effort pour photographier les héritages traditionnels et prendre ces héritages traditionnels pour les structurer en termes de principes, en termes de loi, en termes, j'allais dire, des règles qui régissent notre société. Aujourd'hui, je suis en train d'entendre quand les gens disent, mais écoute, mandat, ceci. Non, c'est pas ça l'adaptation. L'adaptation, ça veut dire quelle devrait être la formule que nous devons adopter aujourd'hui, qui nous permette de nous ligoter, qui nous permette de nous libérer vis-à-vis du droit gréco-romain qui constitue pour nous un piège. C'est cela. Et là, on a besoin d'orienter le lampadaire vers nos sociétés traditionnelles, savoir comment nos chefs ou nos rois, nos empereurs ont gouverné, et prendre cet héritage scientifisé. L'intellectuel, on a aujourd'hui l'intellectuel, c'est justement, c'est lui qui peut véritablement porter un regard regardant par rapport à nos potentialités traditionnelles et y réfléchir dans le sens de systématiser, de rationaliser nos héritages traditionnels et les mettre en termes de loi, les inoculer dans notre constitution. Cet effort n'est pas réalisé. J'attends les constitutionnalistes dire, mais ce n'est pas n'importe qui peut lire la constitution. Oui, vous dites que cette constitution elle est bonne, mais ça fait 18 ans. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Quand on monte sur une échelle, on n'arrive pas à destination. Il faut changer d'échelle. Ne pas réfléchir sur cette question, c'est manquer d'intelligence. Alors là, nous faisons de la recherche de population. Aujourd'hui que le pays est en difficulté, nous avons besoin véritablement d'avoir des hommes et des femmes qui réfléchissent pour quitter l'échelle et aller vers une autre échelle. On peut même nous donner une mouture qui correspondrait à nos réalités. Scientifisée, bien entendu, modernisée, théorisée. On en a besoin. Et tous les débats qu'on attend là, c'est vraiment anodin. C'est vraiment anodin. J'attends les gens dire, mais écoute, au lieu de répondre aux besoins de notre peuple, vous voulez changer la constitution. Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser, n'est-ce pas, les actions publiques? Est-ce que la constitution vous empêche? Moi, je voudrais quand même dire à nos compatriotes, nous avons 16 milliards, 18 milliards de dollars sur une population de 120 millions de personnes, avec un produit intérieur brut de 65 milliards de dollars. Et la France, 67 millions d'habitants, un produit intérieur brut de 3 000 milliards. Et on vous dit, adapter à nos réalités. Au lieu de faire 5 ans, mais si on peut avoir un minimum où ceux qui dirigent peuvent véritablement avoir le temps nécessaire pour faire des états de lieux, photographier les différents secteurs de la vie nationale et sur base de ces différents secteurs, y apporter une thérapeutique des chocs. Écoutez, vous dites non, vous ne voyez pas là. Vous ne voyez pas là. Et alors, 3 ans, on va faire quoi? Mais ça sera la répétition. Ça sera du chômage inutile. Ça sera du saupoudrage. Et ça ne demande pas que telle ou telle personne doit véritablement aller. Je voudrais aussi rappeler que lorsqu'on se met à changer ou à modifier, à réviser la Constitution, cela n'empêche pas le gouvernement de la République d'avoir son débat de redevabilité. Ce n'est pas pour rien que nous avons un gouvernement, ce n'est pas pour rien que nous avons un programme à l'échelle nationale, provinciale et locale. Mais ces programmes sont des réponses aux problèmes de notre peuple.
Et donc, nous avons besoin de structurer, d'organiser notre société. Donc, on peut avoir une commission qui travaille, mais entre-temps, les gouvernants continuent véritablement à faire leur travail. L'un n'exclut pas l'autre. C'est très important. Mais au moins, on aura gagné en revisitant naturellement notre constitution. Quelqu'un disait, mais en tout cas à l'époque de l'ancien régime, on disait on a changé d'un tour à un tour parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais c'est ça, adapté. Il n'y a pas d'argent. Et vous croyez vraiment aujourd'hui, avec cette bourgeoisie politique, où nous avons 26 assemblées provinciales, nous qui faisons les études par rapport à ça, on sait qu'il y a des provinces où on n'a même pas produit des édits en dehors de l'édit essentiellement du budget provincial. Aucune réforme, aucune activité. Et vous avez là une bourgeoisie comprador qui véritablement est en train de saigner les moyens de la République qui devraient être affectés à d'autres fins. Vous voyez, c'est de tout ça qu'il faut avoir le cœur apaisé pour réfléchir calmement. Vous avez le Parlement bicaméral, vous avez les députés, vous avez les Sénats. Or, les Sénats pour la réélective, et vous avez 108 personnalités qu'il faut payer des milliers de dollars, qu'il faut donner tous les avantages y afférents, etc. 108, ça devient un lien où on se partage les responsabilités dans un système de copinage qui ne dit pas son nom. Le Sénégal il a supprimé le Sénat. Pourquoi on ne le ferait pas? Et lorsqu'on parle de ces questions pour changer pour introduire dans la nouvelle constitution, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est vraiment mauvais? Vous avez des assemblées provinciales qui ne produisent rien ou qui ont introduit une nouvelle bourgeoisie et hontée au niveau des provinces qui ne donnent rien. Donc, on se partage le pays et quand est-ce qu'on va s'occuper des routes, des dessertes agricoles, etc. Il faut aller à l'intérieur. Il faut aller à l'intérieur pour se rendre compte de l'ampleur des problèmes. C'est de tout ça qu'il faut analyser. Les gens disent, mais écoute, l'article 220 est verrouillé. Oui, mais 220 est verrouillé. Mais quand on a donné, lorsqu'on a observé des conflits récurrents entre le gouverneur de province et les assemblées, et l'Assemblée provinciale, pratiquement dans toutes les provinces, qu'est-ce qu'on a fait? On a renforcé la responsabilité du président de la République pour qu'il soit en mesure de pouvoir à cas de persistance des conflits, prendre les dispositions pour évoquer le gouvernement. Ce qui a été fait avec Baïné à l'Équateur. Mais c'est l'article 220 qui a été touché. Pourquoi nous avons la mémoire courte? Alors, si nous est arrivé véritablement de constater cette évolution politique, ben, il faut savoir aussi prendre des dispositions. Le professeur Liao disait que lorsqu'on est en situation de crise, et qu'il n'y a pas de dispositions juridiques, il faut aller vers l'approche extra-juridique. Ce qu'on appelle la philosophie et la pratique politique. Et nous faisons quoi pour sauver la République? Et pour sauver la République, nous disons, même si nous sommes mis d'accord sur cette disposition, nous pouvons le revoir pour savoir comment on peut le formuler à la satisfaction de tout le monde, parce que ce n'est pas une seule personne dans une chambrette qui décide sur quoi que ce soit. On aurait souhaité que ce soit une commission, comme le président avait souhaité. Et cela n'exclut pas la responsabilité du Parlement, qui au finish doit pouvoir faire la régulation finale. C'est cela. Beaucoup disent, mais écoute, on veut, si on change la Constitution, il faut changer la Constitution parce qu'il y a l'article 217. Là, je ne suis pas d'accord. L'article 217, c'est un article pour le panafricain très important. L'Afrique sera plus efficace lorsqu'elle sera unique. Aujourd'hui, nous avons 5 régions
le nord, le sud, le centre, l'est et l'ouest. Il y a beaucoup d'organisations régionales. Et la tendance, c'est qu'en 2063, l'Afrique soit unique, un État fédéral. Il faut préparer aujourd'hui. Et dans beaucoup de pays africains, on a réservé cette disposition d'abandon partiel de la souveraineté pour des questions qui intéressent l'unité africaine. Ça veut dire quoi? Si au niveau de la SADC, nous voulons avoir une monnaie commune, battre une monnaie relève de la responsabilité du gouvernement, du pays. Mais lorsque nous faisons un traité, où nous disons nous nous mettons dans une approche régionale et que nous voulons avoir une monnaie commune, et donc nous avons la responsabilité de confier la responsabilité pour battre la monnaie à l'organisme que nous avons mis en place sur base d'un traité. C'est ça maintenant partiel de la souveraineté. La souveraineté reviendrait au pays, mais nous avons partiellement cédé à l'organisme. Nous pouvons, la question par exemple de passeport, le passeport, nous pouvons nous attendre en Afrique centrale, c'est marqué, écoute, bon, nous pouvons avoir un seul passeport. Et alors maintenant, ce n'est plus le Congo qui va justement s'occuper de cette question de passeport. On donne à l'organisme qui est mis en place. Et on élabore le passeport. On peut aussi céder la souveraineté en disant, ben, écoute, nous devons avoir une société d'aviation. C'est le gouvernement de la République qui s'occuperait de cette question, mais on cède partiellement la souveraineté pour que finalement l'organisme s'occupe de l'achat d'un avion ou de la création d'une société. On peut parler des permis de conduire, on peut parler de la circulation sans beaucoup de problèmes, etc. C'est ça, mes frères. Quand on est homme politique, il faut savoir faire des avancées. Parce que on fonctionne dans une sorte d'adolescence retardée, c'est pas normal. On a besoin de réfléchir, parce que la perspective de demain, c'est une perspective très importante. Certainement que l'article 9, qui parle de la cession, la souveraineté, l'exercice, etc., même s'il existe un certain nombre de dispositions connexes qui expliquent bien véritablement ce que d'aucuns souhaitent, la terre et le sous-sol. Lisez le code forestier, l'article 7 du code forestier. La forêt appartient à l'État et que les populations sont essentiellement des gardiens, certainement qu'il y a des relevances proportionnelles par rapport à leurs activités. Moutandis, même pour les mines. Donc, soyons apaisés, s'il vous plaît. On a beaucoup blagué comme ça avec des aventuriers. Non, j'arrête ça. En train de prendre du temps comme ça, inutilement pour le pays. Et donc, ne voyez pas les intérêts. On diminue les débats en disant est-ce que la Constitution vous empêche de donner à manger? Est-ce que la Constitution donner à manger? Quand on organise les élections, s'il vous plaît, et vous avez 1,3 milliard de dollars, lorsqu'on fait la réduction des comptes, on peut aller jusqu'à 10 milliards de dollars. Mais si on ponctionne 1,3 milliard et que le grand programme territorial, 145 territoires, n'exige que 1,660 milliard, les élections qui produisent la qualité des hommes politiques que nous avons bouffent 1,3 milliard. Et ces élections ne sont même pas terminées. S'il vous plaît, de grâce, faut-il continuer avec le même système? Avec CNI? Pourquoi on ne peut pas être apaisé? Je voudrais également rappeler, on dit non, mais pourquoi on fait la révision? Non, la situation, on dit non, nous avons contesté, le président actuel a contesté la révision constitutionnelle à l'époque du Harris. Ça c'est vrai, parce qu'il était déjà à la fin. Et que celui qui vient d'arriver, il est au début. Et il souhaiterait que cela se fasse avec l'assentiment, le consentement des Congolais. Et lorsqu'on fait ça, écoute, même s'il partait, mais il aura légué aux générations futures. Quand est-ce qu'on attend pour qu'on révise ou on change la Constitution? Quand on attend, s'il vous plaît, non, on a besoin de réformes. Mais la Constitution elle-même prévoit des procédures même de révision, etc. Je voudrais terminer
par rapport à la situation, la situation de conséquence de la révision ou de la révision ou changement fonctionnel. Lorsqu'il s'agit de faire la révision, ces dispositions sont connues, elles sont constitutionnelles. L'initiative est venue du président, du gouvernement, du Parlement ou d'une pétition de 100 000 personnes. C'est autorisé. Je ne comprends pas comment les gens disent pas question de révision. Je peux encore comprendre les changements fonctionnels, mais la révision est prévue. La révision est prévue. Alors, quelle est la conséquence? Si on fait la révision fonctionnelle, c'est très clair que les mandats restent intacts. Et c'est là justement que j'introduis, je prends la casquette de l'UDPS pour dire que si dans l'hypothèse on s'en tient à la révision, le mandat sera respecté, le chef de l'État ne sera pas appelé à postuler, et donc l'UDPS doit se préparer. Doit se préparer. Et maintenant, l'effort doit être focalisé autour de l'organisation pour un ancrage territorial, institutionnel et sociologique sur l'ensemble du territoire national de l'UDPS. Prendre moins de temps à parler de cette question pour que finalement on s'organise, pour que quiconque qui peut venir pour l'école de l'UDPS trouve des répondants sur les terrains, trouve des personnes qui sont suffisamment avancées pour que finalement on puisse gagner les élections. Or, aujourd'hui, c'est très clair que nous sommes dans une coalition. Et ceux qui sont dans une coalition, vous avez vu comment ils ont voulu se positionner. Et ils sont positionnés. Et tous les anciens belligérants sont encore là, ils ont des moyens. Alors, si on prend du temps et on ne focalise pas l'attention autour de la réorganisation, autour de la restructuration, autour de l'ancrage de l'UDPS, on n'aura que les yeux pour pleurer. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas qui à l'UDPS. Bon, ils sont là, hein, ces gens, peut-être qu'ils ont des moyens, mais beaucoup de nos alliés ont bâti leur vie politique dans la transhumance. Ils ont vécu tous les régimes et ils se sont servis dans tous les régimes et ils ont l'argent. Nous avons une expérience, même avec les élections, comment ils essaient de dribbler les nôtres pour qu'on leur donne la place de ceux qui auraient pu véritablement assumer les responsabilités aussi du parti. Et ils tombent facilement, et sur le terrain, ils parlent d'eux. Ils parlent de moins en moins de l'UDPS. Comment allons-nous avoir une majorité un jour si effectivement on consacrait la révision constitutionnelle? C'est de tout ça qu'il faut véritablement voir et éventuellement, pourquoi pas, mais pas organiser une rencontre. Je vois les gens se saucissonner, se diviser, se faire des boulets rouges, etc. Ah non! Aujourd'hui, on est en 2024, on est en train d'aller vers 2025, 2028, c'est demain. Est-ce que quelqu'un peut me donner toutes les banques de données sur l'ensemble du territoire national par rapport à la représentation géographique de notre parti? Qui sont les potentielles personnels politiques ayant des moyens capables de concurrencer des gens? Qui sont aujourd'hui à la tête des institutions? Les belligérants ont acquis des moyens. Ceux qui sont à la tête des institutions ont acquis des moyens. Et même ceux qui ne sont pas, ils sont très suffisamment organisés. Et nous? C'est là que j'interpelle, s'il vous plaît.
j'interpelle s'il vous plaît d'arrêter les querelles, d'activer les dispositions sanitaires pour qu'on arrive à s'organiser. Nous ne pouvons pas à un moment donné disparaître comme l'MPR a disparu. Et tous les temps que nous avons investis. Et donc ça va passer comme ça, ils nous rigolent aujourd'hui. Comment on aura au pouvoir? Et demain, nous ne serons plus au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur cela? Et deuxième chose que je voulais aborder, les changements constitutionnels. Quelles en sont les conséquences? Les changements constitutionnels peuvent être aussi importants. Je n'irai pas dans la logique des juristes. Parce que pour les juristes, vous changez la Constitution, c'est que toutes les autorités qui sont régies par la légitimité de cette Constitution, de notre Constitution aujourd'hui, tombent. Et qu'en tout état de cause, on met en place une autre Constitution qui paraît comme étant un coup d'état constitutionnel. Ça, c'est les juristes. Mais pour moi, parce qu'il faut quitter la compilation, le juridisme, qui n'a aucune importance. Il faut aller dans la direction de se dire, étant donné les urgences, étant donné les possibilités qui sont les nôtres, étant donné la configuration de ce que représente l'architecture institutionnelle, nous faisons quoi malgré le verrouillage d'un certain nombre de dispositions? Qu'est-ce que nous pourrons faire pour que ces dispositions soient revues et donner une nouvelle constitution, mais qui répondrait aux attentes de tout un chacun? Ça, c'est l'important. Mais quelles sont les conséquences? Si on change la constitution sur base d'un consentement, n'est-ce pas, de la classe politique et populaire, la première conséquence, c'est que tous les acteurs sont partie prenante aux élections, y compris l'ancien président, qui, lui, sénateur à vie, à quand des révisions constitutionnelles, ne peut pas postuler. Mais si on change la Constitution sur base de sa légitimité, et donc, il devient partie prenante. Imaginez, et notre président, le président Félix Tshisekedi, aura aussi accès à compétir sur cette nouvelle formule. Il n'y a pas que lui, les présidents sont là. Je ne pense pas que le président de l'Assemblée nationale laissera jouer les choses comme ça. Je ne pense pas que Jean-Pierre Bemba laissera jouer les rôles comme ça. Les Nyamouissi, Atipas laisseront comme ça. Les gens comme Roubewa ne laisseront pas comme ça. Et Katumbi, Moïse, ne laissera pas comme ça. Et donc, on se trouve à une compétition très complexe et complexifiante. Et donc, pour moi, je connais que le président de la République a été un véritable travailleur, un battant, un grand battant. Mais entre-temps, qu'on soit dans le cadre de la révision constitutionnelle, qu'on soit dans le cadre de changement constitutionnel, le plus important pour nous, pour gagner, il nous faut véritablement nous organiser. Ça n'a pas l'air de ce que pense l'intelligentsia de l'UDPS. On est dans de petites querelles parce que beaucoup, les positionnements des uns des autres ont permis que, bon, chacun a besoin de tirer tel ou tel dividende, etc., au point où on oublie les espérances qui ont été suscitées par la population. Et c'est comme ça que je fonde ma demande auprès des autorités du parti, auprès du président de la République, dans l'un comme dans l'autre cas, qu'il porte un peu son attention par rapport à ça, qu'il soit en mesure de dégager un certain nombre d'options par rapport à ça, et que l'on soit en mesure d'organiser une sorte de table ronde en attendant le congrès, pour que finalement on y réfléchisse.
avec un modérateur agréé, un facilitateur technique, pas pour aller faire des déclarations, mais pour techniquement avoir des résultats. Ça, nous formulons ça. On a sacrifié toute la vie. On a compris que le pays doit fonctionner autrement. Mais si on n'est même pas de l'intention autour de ces préoccupations, ça sera trop tard. Et nos alliés vont nous fouetter parce qu'ils nous ont montré leur expérience cumulée dans le sens de négliger, de combattre tous comme un seul homme l'UDPS. Et que l'UDPS ne comprend pas. Parce que quand tel vient chez tel responsable nommé pour le compte de l'UDPS, il a plus de solutions que quelqu'un d'autre de l'UDPS qui a combattu avec lui et qui, en réalité, doit être minorisé. Non, il faut changer, s'il vous plaît. Sinon, ça sera trop tard. Et même vous, vous allez le regretter parce que la loi karmique existe. Le pouvoir d'attraction. Vous faites le mal va te revenir. Vous faites le bien va vous revenir. Et il n'y a que dans le bien que nous allons tous gagner. Et gagner tous comme dans une synergie gagnante. Merci beaucoup. C'était Norbert Yamba Yamba.